l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons commencé notre émission plus tard. Un problème technique nous a empêché de diffuser le début de notre émission. Il est déjà 8h30. Bonsoir, mon cher ami Sébastien. On a eu des problèmes techniques. Oui, moi, j'ai pas fini. Je te laisse aller, puis je retourne à mes pitons. OK. Alors, la communication dans le couple, ça va être ce soir le thème que nous allons aborder. La communication dans le couple. Est-ce que vous savez, chers auditeurs, que la communication, puis l'art d'écouter, là, on passe notre temps, en fait, on passe 45% du temps à écouter seulement. Le restant, on le parle, bien sûr. Puis, on retient que 25% de ce qu'on écoute. Alors, il ne reste pas grand-chose en tête là, quand quelqu'un nous parle. Alors, j'aurais le goût de vous dire, pour ce soir, je vais vous présenter, parce que le problème de communication de couple, c'est pas... On n'a pas juste un couple, il y a plusieurs couples qui vivent ce problème-là. Ici, j'ai reçu dernièrement un couple là, d'une quinzaine d'années, Jean et Michel. Je les ai reçus dans mon bureau et ils sont venus justement pour un problème de communication dans le couple. Michel me dit, il me partage ses insatisfactions envers son conjoint, puis elle me dit, bon, on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Il m'écoute pas, il est toujours fermé. Tu m'excuses, je te coupe un peu? Oui. Dieu vient de téléphoner et il a dit qu'on avait jusqu'à 9h30. On extensionne? On a une extension d'une demi-heure. Bon, ben, on va peut reprendre au début et faire comme si... Ben là, je continue parce que mon thème est enclenché. Parfait. Alors, je te laisse aller. Ben, merci beaucoup. Ben, bonne nouvelle. Alors, on va pouvoir faire notre thème au complet. Alors, je reviens avec Michel et Jean qui sont venus me rencontrer pour un problème de communication. Michel, de son côté, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus émotive que son conjoint. Puis, pour elle, elle avait des difficultés parce qu'elle trouvait que son conjoint s'enfermait dans son mutisme. De son côté, Jean, ce qu'il me dit, moi, je sais plus comment l'apprendre. On a des différends. On a des problèmes concernant, exemple, on veut parler d'éducation des enfants ou des dépenses familiales. Puis, lorsqu'on communique à Marcel de questions, elle veut toujours aller au fond des choses, ça l'éclate, puis ça finit par une chicane. Puis moi, ben, dans ce temps-là, là, quand je vois ça pour arriver à la chicane, je me tais puis je me retire. À partir de là, bien sûr qu'on peut se rendre compte que cette rupture de communication dans ce couple-là, il n'est pas survenu du jour au lendemain. C'est sûr que c'est graduellement, au cours des années, que ça s'est détérioré. Alors, un couple comme celui-là, il y en a beaucoup. Je pense que c'est pas le seul. Et leur problème de communication, ce problème-là, on va essayer d'aider ce soir nos auditeurs et nos auditrices à regarder, à donner des moyens, puis comprendre un peu plus c'est quoi la communication dans le couple. À partir du moment où ça va être libre à chacun là de mettre en pratique, mais au moins, je pense que c'est un thème hyper important pour pouvoir apprendre à être heureux en couple. Oui, absolument, absolument. Alors, on y va pour une petite musique. Avec plaisir. Oui, merci beaucoup. Heureuse d'être de retour et que nos problèmes... que ça fonctionne? Oui, que nos problèmes techniques soient... Mais je peux juste te dire une chose. Sébastien, oui. T'as vraiment bien géré ton stress malgré la coupure et la rupture. Oui. Bravo. T'as juste pas senti à l'intérieur comment je me sentais. Mais en tout cas, à date, ça va bien. C'est comme quoi que le déodorisant anti-stress, ça fonctionne. OK, ben je l'ai pas senti. Si on revient à notre sujet de ce soir, alors, pour vous dire que notre sujet, c'est sur la communication de couple. On est bien heureux de pouvoir vous aborder ce thème-là avec vous parce que dans le couple, là, je pense qu'un des éléments les plus importants, c'est la communication. Si la communication n'est pas là, on parle d'une communication verbale et bien souvent non verbale, on pourra peut-être aborder le sujet, mais l'important, c'est avec la communication, c'est la base là de toute relation. Tantôt, je parlais de du petit couple là, que j'ai changé les noms, bien sûr, là, Jean et Michel, qui sont venus me rencontrer pour leurs problèmes de communication.
Et là, je pense que ce qui est important pour leur faire comprendre, la première chose, c'est que dans la communication, là, pour avoir une bonne communication de couple, pour être compris, pour être écouté, pour être entendu, c'est sûr que ça prend un investissement d'efforts quotidiens. On peut pas arriver à communiquer dans le couple si on met pas d'efforts quotidiens. Non, c'est pas comme une pilule qu'on prend le matin, comme des vitamines, puis hop, tout est correct pour le restant de la journée. Exactement. Ça prend énormément d'énergie parce que c'est comme autre problème. On peut pas juste... En tout cas, la première chose, c'est de se rendre compte qu'on a un problème de couple, de communication de couple. La deuxième, c'est de dire on va mettre de l'effort pour tenter de améliorer ce problème. Ça prend la volonté, vouloir changer les choses. Sinon, ça change pas vite toute seule. Effectivement, mettre des efforts. Puis, dans le fond, quand on parle de communication, la communication, ça sert à quoi? Ben, ça sert à partager nos idées, partager nos opinions, nos valeurs, notre savoir, nos attentes, mais aussi, ça permet d'échanger sur nos sentiments, sur nos émotions, sur nos attentes, nos désirs. Puis, c'est sûr que ça prend des techniques pour apprendre à améliorer nos communications en couple. Puis les difficultés les plus majeures en communication sont les problèmes émotionnels vécus autant d'une que l'autre personne dans le couple. Oui. Les gens, ils se rendent pas compte, mais dans le problème de communication, si on se rend pas compte que nos émotions sont à la base de notre problème de couple, même si on a les techniques qu'on va en parler tantôt, c'est quoi la communication, mais faut se rendre compte que les problèmes émotionnels sont importants de prendre compte, d'en tenir compte pour améliorer notre communication, parce que souvent on va se rendre compte que, comme on a parlé déjà, nos attentes, nos exigences, ils vont créer un stress, une tension, de la colère va en sortir, de la culpabilité, de la dévalorisation. Et ces émotions-là sont des ennemis là de la communication. On pourra revenir sur la gestion des émotions un autre tantôt. Mais l'important, c'est de dire, la communication, là, c'est pas quelque chose de fermé. Non, ben c'est ouvert, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, les émotions dans la communication, et ne pas mettre une croix là-dessus et dire non, ça n'a pas d'importance. Oui, parce que les émotions, c'est le début de tout. Exact. C'est le facteur majeur dans les problèmes de communication. Si on regarde la communication, là, je ne veux pas rentrer vraiment dans tous les côtés théorique de la communication, mais il y a des éléments importants qu'on peut souligner pour nos auditeurs. Quand on parle on parle de communication. On est en communication actuellement avec nos auditeurs. Alors, dans une communication de couple, c'est la même chose. Il y a un émetteur, celui qui a une intention là d'émettre un message. Et un récepteur. Et de l'autre côté, il y a un récepteur. Alors, qui n'a pas toujours l'intention de recevoir le message. Non. Mais tu sais, quand on parle quand l'émetteur désire communiquer, ce qui est important de savoir, c'est que faut avoir le désir de communiquer. Des fois, les problèmes de couple, les couples vont me dire, les partenaires me disent, ouais, mais il veut pas parler. Mais il veut pas parler. Tu sais, tu peux pas forcer un âne à aller tu peux juste l'amener au puits, là. Tu peux pas le forcer à boire. Et l'idée, il veut pas parler. Des fois, c'est est-ce que tu écoutes ou c'est parce que la personne ne dit pas ce que tu veux entendre? Oui, ça peut être ça aussi. Mais au départ, si je parle d'un émetteur, faut avoir un message. Faut avoir un intérêt de communiquer un message. Et de l'autre côté, il y a un récepteur, hein. Il y a celui qui va recevoir le message, qui va entendre. À partir de là, lui-ci, il faut qu'il soit là à l'écoute. Quand tu reçois le message, comme nos auditeurs, s'ils sont pas là, ils ont quitté parce qu'on a eu un problème technique, le message est rompu. Oui. Hein? Alors, mais là, on va continuer d'émettre pour nos récepteurs qui sont déjà encore restés en ligne avec nous. Alors, puis l'autre composante, c'est le message. Tu sais, le message, c'est les symboles qu'on utilise, les images, les mots qu'on utilise. Mais là, c'est fortement influencé par notre bagage, notre filtre émotionnel. Quand on veut émettre un message qu'on est sous le coup de la colère, souvent on est inconscient.
Et bien souvent, cette émotion-là, quand on la retient à l'intérieur, puis qu'on émet un message, puis que, exemple, je lui découpe, non, je suis pas fâchée, mais tout le non-verbal disait, ben Le oui, contraire, tu oui. es fâché. Alors que l'émotion qui est derrière quand on a le message, faut être conscient que notre filtre émotionnel va jouer beaucoup, tant pour l'émetteur que le récepteur aussi. Mm-hmm. Quand on est l'émetteur, celui qui va donner le message, quand on dit les émotions vont teinter, on va parler à ce moment-là l'attitude. Tu sais, l'attitude, c'est l'emballage du message. Comment je t'expliquerais, c'est comme si c'est l'enveloppe qui est autour du message. Alors, bien souvent, on verra pas, on va entendre quelque chose, mais ce qui est difficile à définir, c'est l'emballage, c'est l'attitude. Tu sais, des fois, on dit oui, c'est un problème d'attitude. Être conscient que l'attitude qu'on a dans la façon de dire le message, qui accompagne le message, l'attitude, elle est muée par nos émotions. Oui. Alors, c'est ça qui va composer l'emballage du message. Et qui va faire l'épaisseur d'emballage qu'on va rajouter sur le message. Exactement. Puis, on a parlé de l'émetteur-récepteur, on a parlé du message, mais je vais parler aussi du contexte. Il faut tenir compte, quand on est fatigué, qu'on est dans un état émotionnel perturbé, qu'on est dans une condition sociale ou culturelle dans laquelle des choses se disent ou ne se disent pas selon le code qu'on a dans la famille, faut tenir compte de ça aussi. Absolument. Du contexte Je pense sincèrement qu'on peut tout dire, on peut parler de tout. Ça dépend de la façon qu'on s'y prend et des mots qu'on emploie pour exprimer ce qu'on a envie de dire. Très justement, tenir compte de notre émotivité au départ. Oui. OK. Ça, c'est bien important. La si on veut réceptivité de l'autre aussi. Oui. Choisir le bon moment pour dire ce qu'on a envie de dire. Si l'autre n'est pas réceptif à ce que j'ai envie de dire, peut-être que mon message, il passera pas tout court. Mm-hmm. C'est sûr que dans le contexte dans le contexte de la famille ou du couple, il va y avoir des messages plus personnels que tu vas te laisser aller. Et souvent, c'est là qu'on va se laisser aller dans des états d'âme émotionnels avec des exigences. Là, tu devrais pas. Ouais. Et c'est de là que j'entends C'est souvent. pas le là, laisser aller que j'aime, ça. Ouais. Mais c'est là qu'on dit souvent dans le couple, tu manques de respect. Tu sais, parce que dans le fond, je pense pas qu'il y a grand monde qui aime à recevoir des messages teintés de colère, de jugement, de dévalorisation, de mépris surtout. Alors, à partir de là, si je résume le processus de la communication qui est très, très simple, là, on a l'intention de l'émetteur. Le filtre émotif va jouer parce que quand tu vas encoder ton message, tu vas dire qu'est-ce que je dis, quelles paroles j'utilise. Ça va être teinté de message de l'attitude. Selon comment je me sens, comment je file. Puis là, le message est émis. Maintenant, tu as un récepteur. Et le récepteur, lui, il va recevoir le message. Il va aussi décoder dépendant de son filtre. Comment aussi. Il se sent, lui, à ce moment-là. Exactement. Et à partir de là, bien sûr que il va avoir un aller-retour. Oui. Ce qui fait une communication, dans le fond. Exact. Alors, pour le thème de la communication, moi, je donne souvent en travail à mes gens qui viennent, mes couples qui viennent me voir, essayez d'une part faire le travail suivant. Une première personne va émettre un message. L'autre va l'écouter et va tenter de résumer le message. C'est pas facile d'écouter et de résumer parce que souvent on est parti dans notre tête à trouver des arguments pour répondre. Alors, juste prendre le temps d'écouter. Oui, parce qu'à chaque fois que je suis dans ma tête à trouver des arguments, je n'écoute plus. Exactement. C'est là le 55%. On n'est pas là à l'écoute. Et là, un coup que l'autre a écouté, il a résumé le message, l'autre va reconfirmer si c'est bien le bon message reçu. Ça a l'air un peu futile de ce que je suis en train d'expliquer. Mais je vais vous dire que c'est une des bonnes façons, si vous arrivez à vraiment vous comprendre. Alors, c'est
faire la suite. Alors, le premier a émis un message, l'autre l'a écouté, il résume dans ses mots, et la personne qui a émis le message va dire « Oui, tu as bien compris », et là, soit qu'elle continue sur son idée ou que l'autre prenne la parole pour faire lui-même son message, et l'autre revient à résumer, hein, il écoute, il résume, et il fait confirmer. Ça semble long au début, mais je vais vous dire que c'est la meilleure façon de se rendre compte que souvent, dans nos messages qu'on confirme pas la réception de l'autre, on fait des interprétations. En fait, c'est une histoire d'interprétation. Maintenant, est-ce que j'ai l'interprétation que l'autre voulait me donner ou si je suis passé aux côtés de son interprétation? Ouais. Il vient le fait, est-ce que j'ai été une bonne occasion pour l'autre d'interpréter mon message convenablement? Est-ce que j'ai été clair et précis dans ce que je voulais dire? Alors, c'est pour ça que retourner, on écoute et on résume ce que l'autre, ce que j'ai retenu de ce qu'elle me dit. Ça permet à l'autre de confirmer, oui, il m'a bien écouté, puis il a bien compris, puis Mon Dieu, je suis carrément dans le champ, il a pas compris pantoute ce que j'essayais de lui dire. Exactement. Mais moi, là, je mets au défi, là, les gens qui veulent améliorer leur communication. Vous allez voir, là, quand vous allez avoir fait ça à peu près 15 minutes, là, vous allez trouver ça harassant. Au début, c'est, mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là pour pratiquer la communication? Ça n'a pas de bon sens, c'est ben trop harassant. Faites-le, parce que c'est la seule façon que vous allez vous rendre compte et ça va, au fur et à mesure, ça va mieux couler. Vous allez vous rendre compte que par l'habitude, doucement, les choses vont mieux aller, puis ça va mieux couler. On ne donne pas toujours la même interprétation aux mots d'une personne à l'autre. On n'y accorde pas le même poids, le même pouvoir. Ça change des fois l'interprétation que les gens ont de ce qu'on dit. Est-ce que j'ai rajouté beaucoup d'emballage autour de mon message qui fait que peut-être que ça passe moins bien de l'autre côté parce qu'il était pas clair, mon message. Exactement. Alors, ça permet de corriger le tir pour l'émetteur, puis ça permet de corriger le tir pour le récepteur, de dire, j'ai peut-être mal compris, alors on se reprend. On y va pour une petite pause? Oui, madame. Merci beaucoup. Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, on va corriger le tir, là. Ce soir, c'est jusqu'à 21h30. Oui, on était chanceux d'avoir une extension. Une extension due à notre problème technique au départ. Alors, si on revient sur la communication, mon ami, tantôt je parlais, là, la théorie de la communication, là, ça vient de Jacobson, qui est un linguistique américain. Puis le modèle qu'il donne, là, c'est 6 composantes. J'en ai parlé juste de quelques-unes, là, pour pas être trop dans le technique. Et là, je vais aborder les obstacles à la communication. Ça, c'est Thomas Gordon qui a développé justement une série d'obstacles. J'ai pris les principales pour aider les gens à identifier qu'est-ce qui pourrait venir contrecarrer une bonne communication. Oui, ça, c'est un bon coup de main. Oui. Alors, les obstacles, selon Gordon, c'est la première que j'ai retenue, c'est lorsqu'on donne des ordres, on commande et on s'impose. Tu sais, quand on a l'idée, l'exemple, là, quand on dit l'ordre, là, arrête de t'apitoyer sur ton sort, faudrait que tu arrêtes d'agir ainsi, ou cesse de faire autant de mauvais sang. Tous ces ordres, ces commandes-là vont entacher la communication, parce qu'une personne qui reçoit une ordre, cet ordre-là, on la reçoit bien souvent, dire pour qui il se prend, hein? OK, si je comprends bien, c'est pas juste le arrête, c'est comme n'importe quel verbe à l'impératif qui devient un irritant. Exactement, parce que quand on ordonne à l'autre, on commande, c'est qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on n'est plus deux êtres humains égaux qui se parlent. T'en as un qui est comme le boss, puis l'autre qui est le subalterne. Un qui décide, l'autre qui fait. Exactement. Alors, si on part une communication de ce genre-là
avec des ordres et des commandes, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Alors, l'autre semaine, on avait parlé, tout ce qu'on disait, ordonner, c'est fais ci, fais pas ci, fais pas ça, c'est la même chose. C'est qu'on impose, on ordonne, puis c'est pas très bon pour la communication. Non. Les conséquences que ça apporte, c'est de la résistance. Bien sûr que quand tu ordonnes, l'autre va résister. Hein? Oui, parce que dans ma tête, je me dis, pour qui tu te prends, toi? Exactement. Puis, en fait, on peut interpréter ça aussi comme c'est une occasion de me dévaloriser. S'il me dit quoi faire, aussi, il me prend pour... Tu sais, il pense que je suis pas capable, je vaux moins que l'autre, là. Et je peux me dire, au bout du compte, que je ne vaux rien à partir de là. Exactement. Et souvent, ça nous enlève, quand on reçoit cet ordre-là, ça nous enlève la responsabilité de se prendre en charge. On donne des ordres, on suit. On donne, dépendant du caractère qu'on a, là, parce que il y a des gens qui vont s'opposer. Comme je disais, là, il va y avoir une résistance. Soit qu'une résistance ou soit qu'on plie, puis on laisse à ce moment-là... selon le degré d'insubordination de chaque personne. Exactement. J'aimerais aborder le deuxième que j'ai retenu, c'est la menace, faire des leçons. Tu sais, quand on affirme avec certitude que les choses vont arriver, là, hein, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, alors, exemple, là, je fais, si tu agis comme ça, tu n'auras plus jamais d'amis. Tu sais, je suis en train de faire la leçon. Moi, je dis... J'ai décidé que pas personne n'aimerait si tu agis comme ça. Exactement. Alors, si tu le fais, il n'y a plus personne qui va t'aimer. Fait qu'arrête de faire ça. T'sais. Ou si tu continues, dans le couple, là, si tu continues même, c'est sûr que je vais demander de divorce. Ah, ça, c'est une belle façon de jouer avec le monde, hein? Bien souvent, les gens vont tenter de menacer comme ça. C'est pas vraiment, ils veulent pas le mettre nécessairement en exécution, mais c'est comme répondre à la personne qui fait pas son affaire, on va le menacer au lieu d'entamer une discussion franche et directe. Ouais. Qu'elle aime pas ceci ou elle aime pas cela. Alors, à partir du moment où on menace, c'est sûr que ça va briser la communication. Ou, exemple, là, faire la leçon, là, arrête de t'inquiéter, là, c'est sûr que tu vas tomber malade. Tu vas te rendre malade. Alors, on fait la leçon. Nous autres, on sait qu'est-ce qui va arriver. Ouais, c'est ça. Et c'est toxique parce que tu empêches souvent... t'empêches pas la situation de se produire, mais tu t'empêches de bien réagir à la situation. Exactement. Si déjà t'as prédestiné que c'était pas ça que tu voulais. Les gens vont peut-être sortir de là avec de la crainte dans une telle réplique là de faire la leçon ou de menacer. Soit que l'autre va réagir avec de la crainte, elle va vivre plus d'inquiétude parce qu'elle va dire peut-être que ce qu'elle annonce ça va arriver. Alors ça va peut-être occasionner aussi de la colère, de la révolte, du ressentiment. Alors menacer, faire la leçon, je pense que ça vient de détruire toute communication. Oui, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les gens, que ce soit avec nous-mêmes, la menace, c'est jamais la solution facile et agréable. Un autre que je voudrais tenir, c'est, tu sais, essayer de persuader par la logique. Puis là, je vais faire en parallèle deux choses. Dans un couple, généralement... Ça prend de la logique pour ça. Généralement, dans un couple, il y a une personne qui est beaucoup plus émotionnelle, plus intuitive et qui est plus proche à verbaliser ses émotions. Je dis, généralement, c'est plus la femme. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui sont une tendance émotionnelle, mais généralement, il y a plus de dames, de femmes qui sont une tendance plus émotionnelle et plus relationnelle dans leur tête. Je suis pas convaincu à 100%, mais je vais te laisser continuer pareil. OK. De l'autre côté, la plupart des hommes, pas la majorité, mais la plupart des hommes vont avoir plutôt une tendance rationnelle et intellectuelle. Mais j'enlèverais les sexes de ça, puis je parlerais d'une tendance rationnelle et une tendance plus lyrique. Mais tu vois, déjà, on est deux, là, puis c'est moi qui ai le pénis ici, puis c'est vraiment moi qui est lyrique entre les deux. Déjà, ça marche pas, ce que tu dis. Bien, je vais te dire que la majorité des couples, quand tu es en couple, généralement, il va y avoir un rationnel qui va se joindre à une personne beaucoup plus émotionnelle. Peu importe que tu sois du sexe masculin ou féminin.
Alors, tantôt, je disais, la tendance à persuader par la logique. Tu sais, tenter de convaincre par l'argumentation, puis des propos qui semblent logiques et cohérents, c'est sûr que, généralement, les gens vont se servir de ça quand on est plus rationnel pour dire, les faits prouvent que papa. Ou, oui, mais selon moi, ça se finira pas de même parce que moi, je sais. Puis là, on va arriver avec des argumentations pour le rationnel. Ça va jouer sur la communication. Pourquoi? Parce que ça va souvent provoquer une réaction défensive ou de contre-argumentation si les deux sont rationnels. Mais généralement, je te dis, il y a un rationnel puis un émotionnel dans un couple, habituellement. Ça occasionne aussi chez l'autre, la fermeture, OK? Et on devient moins réceptif. Absolument. Parce que autant la personne qui est émotionnelle va recevoir la logique des situations, une grande argumentation. La personne qui est plus émotionnelle, intuitive, elle va se fermer bien souvent à toute la logique qui va être dite. Si je parle pour moi, mais vraiment juste pour moi, c'est le moment où moi j'arrête d'écouter. Ça m'intéresse plus. À moins que le sujet soit passionnant et que là, je peux relancer la balle. Mais ça devient vraiment une discussion de plaisance. On parle plus d'une discussion, de l'importance d'une discussion dans le couple. C'est pas la même affaire. Exact. Le fait de... Je dirais même que ça devient une habitude d'argumenter. Et les gens qui prennent l'habitude d'argumenter, à un moment donné, perdent le fil de leur argumentation. Et n'importe quelle maudite niaiserie devient un bon argument pour n'importe quoi. Okay. Et là, je me dis, ça sert à quoi? Apprendre à fermer sa boîte 2 minutes plus tôt, des fois, c'est avantageux. En tout cas, je suis d'accord avec toi que l'argumentation, ça va brimer la communication. C'est sûr, parce que c'est pas de là qu'on va échanger nos états d'âme, là, hein? Non. C'est sûr que dans l'argumentation, on est dans le mental, là. L'autre élément qui va vraiment être un obstacle à la communication de ne parler au début, c'est tout le côté émotionnel. Une personne qui vit énormément d'émotivité va avoir une tendance à ce moment-là à faire avoir une communication qui va être en dents de scie, une communication qui va être très émotionnelle. Colorée. Et coloré, oui. Alors que ça soit autant sur la colère, la dévalorisation. Et là, les personnes vont avoir tendance à ce moment-là, quand ils sont très émotionnels, ils sont pas écoutés par une tendance rationnelle, bien c'est sûr que là, elle va se mettre à critiquer, à blâmer l'autre, parce qu'elle se sent pas comprise, cette personne-là. Alors, de toute façon, le jugement, la critique et le blâme, oubliez ça. Quand on juge, on critique, on blâme, c'est sûr que ça vient de brimer la communication. Oui, du moment que je juge, que je critique, que je blâme, je suis dans mon mental, ça veut dire c'est dans mon interprétation de ce qui se passe. Exactement. Et là, j'ai toujours le loisir de changer d'interprétation. Exact. Et là, comme tu le dis, si on juge, et si l'autre personne juge, critique ou blâme, c'est sûr qu'une rupture de la communication, l'autre osera plus parler parce qu'elle a peur aussi de plus en plus d'être jugée. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qui arrive? Ou la personne va contre-attaquer, va justifier sa position. Et là, on a parlé dans déjà. Un débat. On n'en finit plus. On sait quand ça a commencé à chicaner, mais ça peut durer plusieurs journées. Il y en a que c'est fini en guerre. Mais des fois, là, ce genre de problème-là, 2 jours après, tu sais même plus pourquoi ça a commencé. C'est quoi la niaiserie qui... Ouais, mais parce qu'il y a un blâme, une critique sur un élément. Et souvent, il y a une intolérance, un haut niveau d'intolérance qui fait que je n'accepte plus l'idée de l'autre. Exact. Un autre élément, c'est humilier. Humilier, c'est-à-dire ridiculiser l'autre, l'abaisser. Tu sais, du style, tu vaux rien, t'es un bon rien, t'es irresponsable, t'es donc bien ridicule. Ça aussi, c'est toxique. Bien, cette humiliation va arriver à l'oreille de l'autre, puis quand t'es dans un couple pour t'aimer, puis que l'autre t'humilie, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a vraiment un sentiment de colère ou encore plus loin, une personne on a parlé la semaine passée, qui a
qui a de la difficulté, qui se sous-estime, qui vit beaucoup de dévalorisation, elle va continuer à ce moment-là à vivre encore plus de dévalorisation, avoir une perte de confiance, ou l'autre caractère, c'est je m'oppose, je rouspète, toi aussi t'es pareil, toi aussi tu vaux rien, t'es un bon à rien, etc. Alors on est loin d'une communication saine là, quand on humilie, absolument, on ridiculise ou on abaisse l'autre. Sans parler de couple, mais je dirais pour la personne elle-même, pour toi qui juge et qui critique, les idées que tu t'imposes dans ta tête en faisant ce geste-là de critiquer ou de juger l'autre personne ne te fait pas vivre un moment agréable. Mm-hmm. Et du coup, tu deviens une occasion pour l'autre d'interpréter de façon désagréable ce qui se passe. Sur deux plans, c'est pas gagnant. Pour toi-même, tu ne gagnes pas dans cette situation-là. Mm. Et pour ton couple, pour l'autre, tu n'offres pas une belle occasion d'interpréter la vie. Exact. Le retour de l'ascenseur, il peut pas être agréable et satisfaisant parce qu'il n'est pas de bon cœur, il n'est pas de plein gré, il n'est pas donné avec amour ce que tu as demandé, avec dénigrement. Exact. L'autre élément j'aimerais parler, c'est celui quand soit qu'on minimise des situations ou qu'on exagère. Tantôt, on a eu une panne de technique. Alors, l'exagération, c'est grave, ça n'a pas de bon sens, on pourra pas arriver, etc., etc. Quand on exagère, que c'est épouvantable, c'est sûr que exagérer comme ça va causer bien plus de problèmes de communication. En fait, ça change pas la situation, ça fait juste augmenter l'intensité de ce que je vis. Exactement. Il y a minimisé aussi. Moi, j'entends souvent les gens vont dire « Oh, c'est pas grave, il y a rien là. » Quand on dit « il y a rien là », c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose. On nie ce qui est, puis on dit il y a rien là. Oui. Hein? Fait que autant un que l'autre, quand on reçoit ça, ben, tu peux pas communiquer tes attentes ou ta vision du problème. Il y a rien là, faites-en pas. On sent, c'est épouvantable aussi. C'est que l'exagération, la minimisation, les deux. D'un côté comme de l'autre, c'est pas bien. Ben, c'est parce que l'autre ne se sentira pas comprise. Tu comprends? Mm-hmm. Encore là, ça peut susciter de la colère, du découragement, puis ça donne l'impression, là, qu'il est inutile, bien souvent, de donner son point de vue, parce que dans le fond, il y a rien là. Tu sais, autant exagéré, c'est épouvantable qu'il y a rien là. Hein? Oui, et indépendamment du pourquoi il y a rien là, oui, ça peut permettre à une personne de se sentir tellement inutile dans la vie, tellement pas compris. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de l'autre que ça veut dire que l'autre n'accorde pas d'importance à ce qui se passe dans sa tête. Exact. De minimiser, peu importe la situation, où ça, comme tu disais, ça vient apporter à l'autre le sentiment que je ne vaux pas la peine. Exact. Alors, tout de suite après la pause, on va passer, parce que là, on a parlé des aspects négatifs, qu'est-ce qui coupe la communication, mais je pense qu'il est important pour nos auditeurs qu'on puisse leur suggérer c'est quoi une écoute de qualité, comment on peut acquérir une écoute de qualité. Tout de suite à la pause, après la pause, on aborde ce sujet. Oui, madame. Merci. Alors, vous êtes de retour. Nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous. Vous êtes toujours au 103.1 à votre émission. Apprendre à vivre heureux. Tu souris. Tu ris plutôt. Alors, mon ami Sébastien, tantôt on a vu les aspects négatifs, les aspects qui venaient contrecarrer une communication dans le couple. On va aborder comment on peut avoir une écoute de qualité. Alors, la première chose, on en a parlé au début, que nos émotions sont vraiment... toutes nos émotions vont teinter nos communications, puis sont vraiment à l'encontre d'une bonne communication. Dès qu'on est envahi de colère, de culpabilité, d'anxiété, de dévalorisation, c'est sûr qu'au départ, il faut apprendre à
moduler ces émotions-là parce que ça entrave grandement les communications dans le couple. Oui. Hein? Fait que, aujourd'hui, on donnera pas de moyens pour le faire, mais à un moment donné, on parlera là, de comment apprendre à gérer ses émotions. Il reste encore tellement de semaines dans l'année. Ah oui, il y en a plusieurs. Mais pour ce soir, on va se contenter de dire que prendre conscience quand on vit des émotions intenses, la première chose à faire, c'est ne pas tenter de communiquer. S'éloigner et prendre un recul par rapport à notre émotivité. Faire sortir la vapeur un peu. Exact. On peut se retirer, prendre une marche, se retirer de la situation parce que on sait souvent, là, on dit les paroles ont dépassé ma pensée. Mais c'est parce que c'est vos émotions là qui ont poussé cet état, votre état émotif qui a poussé ces paroles. Et à partir de là, bien, c'est sûr que l'émotion a bypassé la conscience. Exactement. Et parlant de conscience, je pense qu'il est important aussi d'être conscient de notre attitude, parce qu'on a dit tantôt l'emballage de notre message, de notre communication. Et notre attitude va être reflétée dans notre non-verbal. Hein? Fait que ça va teinter nos propos, puis ça va donner un sens bien souvent contraire à ce qu'on veut. Hein? Oui. On en a parlé. Alors, être conscient de ça, et là, c'est de là qu'on dit, OK, je vis une émotion, je veux me retirer et je vais tenter de me calmer et je reviens pour la communication après. Oui, et si tout le monde arrive à ça, je pense qu'on se donne toutes les chances de bien communiquer sans s'arracher la face. Exactement. L'autre, c'est d'éviter les jugements de valeur sur la façon dont l'autre va parler de son problème. Tantôt, on parlait des personnes qui ont plus de tendance rationnelle et l'autre de tendance plus intuitive, émotionnelle. C'est sûr, accepter l'autre comme un être humain qui a une façon différente d'exprimer son problème. C'est pas facile, mais si on n'arrive pas à accepter que l'autre a sa propre façon d'exprimer son problème, il n'y aura pas de communication. Non, je dirais, rappelez-vous qu'à un moment donné, ça vous a déjà charmé, ça. Oui. Ce qui vous tape ses nerfs aujourd'hui vous a déjà charmé. Fort probablement, c'est ce qui a attiré le couple, là, d'être ensemble. Là. L'autre élément, c'est d'être accueillant, c'est-à-dire accueillir l'autre. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que l'autre dit, mais l'accueillir, être ouvert, puis vivre de l'empathie. Ici, je vais faire une distinction. Tu sais, les gens vont dire, oui, mais de l'empathie et de la sympathie, c'est quoi la distinction entre les deux? Oui, c'est très important. Oui, c'est important. De l'empathie, c'est d'être capable de saisir que l'autre est envahi d'émotions. Avoir une compréhension de l'émotion de l'autre, qu'est-ce que l'autre vit comme émotion, et à partir de là, être empathique, ça veut pas dire prendre son émotivité et mettre ses bottines, non. C'est d'être capable de se rendre compte que l'autre vit des émotions, puis l'aider à verbaliser cette émotivité-là, ça va le soulager, puis ça va permettre de trouver et de discuter des solutions potentielles aux problèmes qu'ils veulent discuter. Si la personne ne développe pas l'empathie, elle ferme à l'émotivité de l'autre, et ça arrive souvent. Moi, là, je suis pas capable je suis pas capable. Moi, quand t'as peur dans ces émotions, là, oublie ça, je suis pas capable, je sais pas quoi faire. Mais je dis, faites juste accueillir l'autre. Oui, c'est ça, écoute. Écoutez, ne rien faire, juste accueillir. Laissez l'autre s'asseoir, tendre vos bras et laissez l'autre juste prendre conscience de ses émotions, à pleurs. Oui, il permettre à l'autre personne d'exprimer ce qu'elle vit comme elle le vit à ce moment-là. Puis c'est pas besoin de faire rien d'autre. Non, juste de donner la possibilité à l'autre de pouvoir vivre ce qu'elle vit, c'est déjà beaucoup. Exactement. Et souvent, quand l'autre exprime ses émotions, bien, il va y avoir des moments de silence. Je pense que les moments de silence, faut apprendre à les respecter aussi. Parce que ça permet souvent, dans le moment de silence, de réfléchir, d'aller un peu plus loin, saisir ce qu'on ressent. Oui. Et refaire des connexions. C'est important dans la communication aussi de respecter les silences. Oui, apprivoiser les silences. Certaines personnes ont beaucoup d'aisance avec les silences et d'autres personnes ont de la difficulté avec les silences. Et c'est
bien d'apprendre à les apprivoiser, ne serait-ce que pour soi-même, apprendre à se laisser du temps pour nos neurones, les laisser se reposer quelques secondes. Tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi écouter attentivement l'autre pour tenter de comprendre. Tantôt, on en parlait, pas préparer nos arguments, là. Hein? Être attentif à ce que l'autre dit pour être en mesure de refléter. Ouais, ben, c'est ça que tu me dis. Ah, c'est de même que tu vois ça. À partir de là, si on est attentif et qu'on prépare pas nos arguments, on va être plus habile à communiquer avec l'autre. Hein? Oui. Alors, c'est là qu'on appelle le reformuler. Non, reformuler. Reformuler le propos de l'autre. Écouter et reformuler ce que l'autre dit. L'autre élément, c'est il y a beaucoup de couples qui ont de la difficulté à se regarder quand ils communiquent. Un regarde la télévision, ben non, l'autre va regarder son journal. Cellulaire, la tablette. Exact. Laisser tout tomber, être attentif à l'autre, c'est regarder l'autre sans se laisser distraire. Oui, apporter de l'intérêt à l'autre. Ouais. Puis l'encourager. Tu sais, c'est facile d'encourager quelqu'un à commencer à parler parce que des fois... Let's go, pirouette, let's Ça, go. c'est pas tout à fait la bonne façon d'encourager l'autre à parler, là, hein? Mais on pourrait tout simplement, tu sais, doucement, tu sais, la personne qui a plus de difficultés à parler, on peut s'approcher puis dire, veux-tu me parler de ce qui te tracasse actuellement? As-tu envie? As-tu envie? Est-ce que tu es intéressé de me parler davantage de la situation que tu vis, exemple au travail? Aimerais-tu ça prendre un bon chocolat chaud puis qu'on en parle ensemble, toutes les deux? Ouais, ben, puis j'aimerais ça connaître ton opinion sur la situation concernant nos enfants, etc., etc. Aborder par des questions l'autre pour que l'autre puisse se sentir interpellé à communiquer. C'est sûr que ces trucs-là, ces moyens-là, ça fera pas en sorte que la communication demain matin va être au top de votre satisfaction. Mais, je veux dire, si vous apprenez à prendre quelques éléments et les mettre en pratique, vous allez être sûrement en mesure de trouver des solutions à vos propres problèmes de la vie quotidienne. D'autres moyens concrets, pour améliorer la communication, c'est respecter l'opinion de l'autre. Tu sais, souvent on dit on communique, mais l'autre elle devrait pas parler comme ça. Et c'est là, rester ouvert. Oui. Ouvert d'esprit. Accepter que l'autre a des différences, a vu différemment la situation, a compris différemment. C'est pas moins bon parce que c'est différent, c'est uniquement différent, point. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on a une divergence d'opinion que nécessairement qu'on peut pas communiquer. Et je m'excuse, je fais une parenthèse, j'avais envie de te couper sur la parole. C'est pas parce qu'on a une divergence d'opinion que ça veut dire qu'on s'aime plus. Oui, ben l'amour c'est autre chose. La communication va aider à avoir des satisfactions dans le couple si on améliore notre communication. Mais je trouve ça bien. Je suggère souvent aussi, je le dis souvent aussi, je suis pas d'accord, je réagis ça, mais ça m'empêche pas de t'aimer pour autant. Exact. Alors, quand je disais les divergences d'opinion, tu sais, si une personne dit, je suis pas d'accord avec toi, toi, ta position, moi non plus, je suis pas d'accord. À partir de là, c'est pas parce qu'on refuse de discuter. C'est juste que nos opinions on n'est pas d'accord. Laissez la poussière tomber et attendez un autre moment, puis revenez. Peut-être que le fait que la personne a le temps d'en parler avec quelqu'un d'autre va peut-être changer sa position. Oui. Puis des fois, c'est juste parce que là, à ce moment-là, c'était non la réponse, puis peut-être que dans 2 jours, ça va être oui sans aucune autre raison valable que là, c'était non, puis maintenant, c'est oui. Exact. Ça vaut la peine de revenir, peut-être prendre le temps de vérifier les mots qu'on a employés, la façon qu'on s'est exprimé, et revenir sur notre opinion. Oui. Peut-être qu'on a changé. Tu sais, dans le fond, il y a souvent des couples qui disent moi, j'aime pas ça quand mon conjoint ou ma conjointe va parler de nos affaires intimes à quelqu'un d'autre. Tu sais, si
vous n'êtes pas confortable à laisser votre conjoint ou votre conjointe à parler de ses émotions, de parler de ses sentiments, ben à ce moment-là, faites-lui donc confiance. Souvent, le fait que la personne va aller chercher à être accueillie par une amie, se confier à une amie là, pour être soutenue, à partir de là, souvent, ça va l'amener à trouver des solutions et peut-être à se vider, là, éliminer le trop-plein émotionnel. Et à partir de là, bien, vous pourrez l'accueillir après ça de façon chaleureuse, puis dire, bon, ben, écoute, maintenant, est-ce que t'es à l'aise qu'on en parle? Et à partir de là, ça va peut-être aider davantage la communication si vous acceptez que l'autre a le droit d'avoir des états émotionnels et à partir du moment où elle en a, puis vous n'êtes pas confortable d'en parler avec elle, bien, tout le moins, laissez-lui la chance de pouvoir verbaliser avec quelqu'un d'autre. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Parce que souvent, on va bloquer, dire, ben, elle parle de nos... Faites confiance, là. Je pense que votre conjoint est en mesure là de faire la différence. Là. Si vous avez des secrets d'État à cacher, c'est peut-être que vous avez des raisons de vous inquiéter. Sinon, peu importe ce qui peut être dit, ça ne devrait pas être mortel. Exact. Alors, on voit que la communication, c'est la clé de la relation de couple. Oui. Puis pour avoir une vie harmonieuse en couple, là, c'est pas la seule clé, mais ça en est une bonne. Ouais. Alors, il nous reste peut-être 2 minutes. 2 minutes par conclusion. OK. 2 minutes par conclusion, juste vous dire, pour souder l'amour dans le couple, là, pour communiquer, je pense qu'un des éléments qui sont hyper importants, c'est de développer la capacité d'apprécier ce qui se passe chez l'autre. Apprécier. Et des fois, on se dit, sur quoi je vais l'apprécier? Je sais pas trop quoi dire. Mais vous l'avez déjà apprécié à un moment donné? Souvenez-vous-en. Oui. Même là, c'est apprendre à le dire. Hein? Merci pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Oui, ça c'est beau. Ou j'apprécie ta présence. C'est super important. T'es importante à mes yeux. Hein? Ou, exemple, j'aime ta générosité, j'aime ta patience. J'aime que je t'aime puis tu comptes vraiment pour moi. Tu sais, se le dire va souder la relation. Puis souvent on oublie de remercier l'autre, d'apprécier. Et le temps de prendre le temps de remercier l'autre, ça me permet aussi de prendre conscience de ce qui me plaît chez l'autre. Exact. Je me mets dans ma tête en évidence ce que j'aime chez l'autre, les propriétés que la personne a, les caractéristiques qu'elle a, qui me plaisent. Exact. Fait, pour nos auditeurs, nos auditrices, on va laisser sur la page Facebook, on a un groupe pour ceux et celles qui ont le Facebook. On a le groupe qui s'appelle Apprendre à vivre heureux. C'est un groupe ouvert. On va mettre la liste des appréciations. Des suggestions, des bonnes idées. Oui. Exactement, parce que souvent on dit je sais pas trop quoi lui dire. Mais on a une trentaine là. Ça ne devrait pas. Ça devrait être facile de trouver des choses agréables à dire. En tout cas, on a une trentaine à leur suggérer. Fait que s'ils n'ont pas vraiment de bonnes suggestions, ils vont en avoir une trentaine dans la liste. Ils vont pouvoir se rappeler des bons coups et les bons commentaires. D'appréciation à l'amoureux ou l'amoureuse. Absolument. Alors, j'aimerais vous rappeler aussi que c'est grâce au 103.1 qu'on a cette émission qui est disponible sur le site de la radio, dans la zone audio. Vous pouvez reprendre et réécouter chacune des émissions. Et sur le groupe, on fait des vidéos. Actuellement, les anciennes émissions sont disponibles aussi. Alors, ça permet aux gens de pouvoir réécouter les émissions qui sont faites et à partir de là, ben ça permet de se rafraîchir la mémoire sur certains thèmes, sur les thèmes qu'on a abordés déjà. Oui, ou pour le plaisir d'entendre ta voix. Ah ben là, j'apprécie ta voix, c'est ça que tu voulais me dire. Alors,
on espère, mon cher ami, j'espère que tu espères comme moi que les gens vont pouvoir apprécier ce qui a déjà été enregistré comme émission. Mais ce soir, j'espère que nos auditeurs ont apprécié notre émission sur la communication. On vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être sur nos ondes à cette émission hebdomadaire Apprendre à vivre heureux. Pour moi, personnellement, c'est un plaisir d'être là et de vous partager un peu mes connaissances et mes habiletés avec vous. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aussi pour écouter tout ce que tu as d'intéressant à dire comme ça. D'accord. Alors, oublions pas. On exprime nos attentes sans exiger, on verbalise nos émotions et de l'autre côté, on tente d'être curieux pour justement reformuler nos interprétations puis aussi apprendre à partager les émotions de part et d'autre. Ça va être vraiment des ondes qui vont éviter les conflits parce qu'on va apprendre à mieux communiquer. Et apprendre à vivre heureux. Apprendre à vivre heureux en couple. Merci beaucoup, mon ami. Je t'aime, mon ami. Moi aussi, je t'aime. Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron.